Bonjour, je m'appelle Roland Verchota. J'ai été invité à parler du financement de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, en décrivant l'exemple du Burkina Faso. Pour cela, je me concentre sur des zones urbaines. Évacuation des eaux usées, l'assainissement est lié à des évacuations des eaux usées. C'est un sujet fortement important pour le développement des pays parce que le déficit d'investissement accumulé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement est significatif en Afrique subsaharienne, pour ne pas dire énorme. Le résultat de ce déficit est bien connu. De plus en plus de personnes n'ont pas accès à l'eau avec une qualité vérifiée et à un système d'assainissement contrôlé. Les effets qui en sortent sont un taux de mortalité infantile élevé, une productivité faible de la population en raison des maladies liées à l'eau et un développement économique et social retardé. Certaines estimations indiquent que le secteur nécessite en Afrique subsaharienne 3 fois plus d'investissements qu'ils ont investis par année actuellement. Un moyen de sortir de cette situation insatisfaisante avait été, dans le passé, et dans beaucoup de pays, jusqu'aujourd'hui, recherché avec 2 points de vue. Premièrement, l'État. Les politiques sectorielles et les opérateurs d'eau et assainissement ont toujours demandé à l'État de fournir plus d'argent. Alors, on crie « l'État aide-nous ». Deuxièmement, le secteur privé. Beaucoup de décideurs avaient de très grands espoirs que le secteur privé allait investir, parce que les réformes ont réussi d'augmenter la performance des opérateurs. Alors, on rêve du secteur privé. On remarque aujourd'hui que les 2 espoirs n'ont pas été réalisés. Est-ce qu'il n'y a pas intéressant de savoir pourquoi? Voici les faits. L'État ne parvient pas à investir suffisamment pour le développement du secteur à cause d'un budget limité et d'un besoin d'investissement énorme et croissant à travers de différents secteurs. Par exemple, la sécurité. Deuxième fait, la participation des privés au secteur eau et assainissement est très limitée dans le monde entier, et encore plus dans les pays en voie de développement à cause des risques accrus. Vous pouvez consulter le livre de M. Schiffler de 2015. Il peut donc être déterminé que, dans les pays en voie de développement, des investissements privés dans des secteurs eau et assainissement resteront toujours très limités. Néanmoins, ils sont utiles, dans certains cas même, s'ils sont limités. Pour cela, ils resteront un produit de niche. Alors, d'où vient cette erreur dans la manière de penser à propos des sources financières? Il y a 2 hypothèses sous-tendues. Premièrement, les pays africains pauvres ne peuvent pas recouvrir le coût d'approvisionnement en eau potable
à travers des consommateurs. Et deuxièmement, l'eau et l'assainissement est avant tout considéré comme un secteur social. C'est un véritable problème parce que, malheureusement, ce pensée a un résultat suivant. Le développement des infrastructures a jamais gagné son importance primaire dans les pays en voie de développement et surtout en Afrique. L'exemple du Burkina Faso montre que ces deux hypothèses ne sont pas justifiées. Les deux graphiques à cette diapositive numéro 5 montrent le succès de la réforme du secteur au Burkina Faso. À gauche, avec le développement d'accès à l'eau potable de la Société de l'eau, ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement, un pourcentage de population desservie. Et même plus remarquable avec le graphique à droite et le tableau en bas qui montre combien a été investi et combien de secteurs a contribué. Ce qui est vraiment incroyable et totalement frappant est le fait qu'au Burkina Faso, le secteur génère 4 fois plus d'autofinancement en pourcentage et investit 4 fois plus en dollars US par habitant à servir qu'au Kenya, par exemple. Si l'autofinancement par habitant est calculé en US dollars, il est 18 fois plus élevé au Burkina Faso qu'au Kenya. Pourquoi est-ce si remarquable? Parce que le Burkina Faso est parmi les pays les plus pauvres du monde, avec un produit national par habitant par an de 1791 US dollars seulement. En comparaison, la Tanzanie, 3097 US dollars et le Kenya, 3360 US dollars, ce qui est à peu près le double du Burkina Faso. Cela pose la question, comment le Burkina Faso a-t-il réussi à inverser la tendance négative de l'accès à l'eau en milieu urbain qui existait avant la réforme dans les années 90 et à investir beaucoup plus d'autres pays plus riches? La réponse à la question est évidente si on analyse les réformes sectorielles de plusieurs pays. Grâce à la création d'un cadre propice à l'exploitation et surtout, et ça fait la différence, un cadre propice au financement. Toutes les deux fonctions ont été déléguées aux sociétés publiques par le ministère. Et le résultat est une grande autonomie pour l'exploitation et une politique d'autonomie financière pour le secteur. Pour cela, la réforme a poursuivi 3 grands axes qui ont influencé le financement et le développement du patrimoine. Premièrement, l'introduction de nouveaux principes clés, ce qui signifie une nouvelle orientation politique. Deuxièmement, la professionnalisation du développement des actifs et soutien de l'État sans virement de fonds. Cela fait partie déjà d'une régulation ou d'une sorte de régulation. Et troisièmement, soutien de l'État par les professionnels pour la mobilisation de fonds
et de planification des investissements. Les 3 prochaines diapositives décrivent ces 3 points un peu plus en détail. Premier axe, la nouvelle orientation politique. Le consommateur paie les coûts de l'exploitation et le rembourse les crédits, c'est-à-dire la fin des virements de fonds par l'État au secteur. Ça, c'est l'aspect économique. La péréquation entre les deux groupes de consommateurs ou entre plusieurs groupes de consommateurs est réalisée par les secteurs mêmes. Ça, c'est l'aspect social. En plus, 3 niveaux de services selon la situation économique des consommateurs et bien sûr les investissements disponibles. Alors, la banque publique comme service de base reste une technologie qui est très importante. Et finalement, séparation des eaux et des assainissements rural, qui est plutôt financé par l'État, et urbain, financement par les consommateurs. Cette séparation est très importante à cause de la reconnaissance des réalisations ou des réalités différentes dans les deux zones. Deuxième axe de la réforme concerne la professionnalisation de la fonction de développement des actifs et soutien de la trésorerie de l'État. Cette orientation politique implique protection des revenus des secteurs et la sauvegarde des excédents financiers accumulés par la société eau pour les investissements futurs. Création d'un compte pour les investissements par la société eau et assainissement supervisé par la trésorerie de l'État. Et introduction d'une procédure d'ajustement tarifaire avec la participation des principales parties prenantes et réalisation des campagnes de sensibilisation publique. En ce qui concerne le troisième axe de la réforme, soutien de l'État, ministère, par des professionnels sociétaux, dans la mobilisation de fonds d'investissement. Cela signifie que l'administration de l'État bénéficie également de cette réforme avec l'introduction d'un modèle de financement sectoriel à long terme, maintenu par la société d'eau. Les tarifs sont liés au développement des crédits. Si le crédit il augmente, il y a bien sûr un ajustement tarifaire nécessaire. En plus, planification d'investissement à l'échelle nationale par la société eau. Et finalement, support de la coordination des bailleurs de fonds donné au ministère et maintien d'un système d'information et de compte rendu pour les investissements par la société eau. Pour clôturer ma présentation, je vous propose 3 recommandations sur le sujet du financement des secteurs A et B urbains. Première, rester réaliste tout en se concentrant sur les sources de fonds réellement disponibles. L'autofinancement du secteur et bailleurs de fonds avec des contributions très limitées du secteur privé.
délégation par l'État de la fonction du développement du patrimoine aux professionnels. C'est une décision très difficile à prendre par les politiciens parce qu'ils doivent réduire sensiblement leur influence sur le secteur et ils perdent le pouvoir qu'ils ont quand ils sont des distributeurs de l'argent de perte de fonds. Et on parle beaucoup de l'argent. Et la troisième recommandation, c'est de développer un cadre favorable pour les investissements et la mobilisation des ressources financières, c'est-à-dire cadre politique, la législation et cadre institutionnel. Je vous remercie pour votre attention.